C'est vrai que ça me tétille toujours un petit peu de reprendre. Je serai exigeant par rapport à ce qu'on me propose. Et à thème, c'était extraordinaire. Il faisait ça d'une façon tellement naturelle. Il avait ça en lui, un don extraordinaire. Il était comme un fou. Il s'est levé, il a tapé à la porte de mon bureau et est passé à travers. Claude Puel, bonjour. Bonjour. J'ai l'habitude de ne pas commencer par comment allez-vous, parce que je trouve que c'est un petit peu banal, mais je trouve que pour un coach, et encore plus pour un coach qui n'est pas en activité en ce moment, je voulais absolument vous demander, est-ce qu'on va mieux quand on ne coach pas parce qu'on est plus tranquille, ou est-ce qu'on va moins bien parce qu'on a envie d'avoir cette adrénaline qui manque finalement? Ni l'un ni l'autre, c'est une vie différente. On prend là, par exemple, je prends le temps de voir mes petits-enfants évoluer, d'avoir d'autres occupations, de suivre l'activité football, mais choisissant un petit peu mes matchs, entre guillemets. Et voilà, c'est sympa, et de m'intéresser également à d'autres sports, parce que j'aime beaucoup le sport. Voilà, donc je suis pas en manque, et j'ai une activité diversifiée. Du coup, le recul que vous avez pris par rapport à ce que vous appelez des mauvaises habitudes, de l'hyperactivité, du monde du football, etc., ça ressemble à quoi vous pensez par exemple? Quand je dis mauvaises habitudes, c'est mauvaises habitudes pour reprendre de suite une activité en club ou en sélection, parce que c'était quelque chose de nouveau. Mais c'est vrai que là, je suis un passionné. Quand je parle de football, je suis toujours passionné, et j'aime bien sûr le football. Mais je ne suis pas prêt à tout accepter pour reprendre une activité. Donc c'est pour ça que, comme je dis, je serai exigeant par rapport à ce qu'on me propose. Mais ça me permet de voir l'évolution du foot, de voir l'évolution du métier également. Et c'est intéressant, bien sûr, de prendre du recul. Là, j'en ai pris pas mal. Et ça va, est-ce que vous en avez pris trop? Oh, j'en ai pris trop. Peut-être pour rester sous les lumières. Je fais pas beaucoup. Je me suis mis à non-disponibilité, je dirais. Et voilà, mais ça me va bien aussi. C'est pour ça que je peux être sélectif. C'est pour ça que je peux me dire, bon, je peux reprendre comme rester oisif, entre guillemets. Et justement, si j'étais président ou directeur sportif aujourd'hui, comment est-ce que je pourrais essayer de vous convaincre? Avec quelle typologie de projet je pourrais essayer de vous faire sortir de votre période? Qu'est-ce qui a manqué finalement dans ce qu'on vous a proposé? Quelque chose qui me permette de jouer du haut niveau assez vite. C'est-à-dire, j'ai pas envie de repartir de la base, de remonter un club pour petit à petit, sur un projet de 3, 4 ans, 5 ans, de revenir dans les premières places, comme je peux le faire à Lille, comme je peux le faire à Nice. Lyon, c'était différent. Mais la compète, oui, je suis toujours dans la compète, même dans mon quotidien, là où je suis pas avec le foot. Si je fais quelque chose, si je fais du sport, si je fais une activité, il y a toujours de la compète à moi. Et la compète, ça veut dire avoir des possibilités d'aller chercher l'Europe ou de la jouer. Voilà, c'est des choses qui me manquent à ce niveau-là. Mais pas de partir, je dirais, sans aucun moyen, et puis remonter un club dans l'adversité, parce que autour du club, il y a une méconnaissance du peu de moyens, par exemple, du club, dans la situation où se trouve le club, et on doit le remonter et prendre sur soi toute
les aspects médiatiques, populaires, supporters qui voudraient voir leur club performer à un très haut niveau de suite sans en avoir les moyens. Vous parliez du fait qu'aujourd'hui vous aviez le luxe de sélectionner un petit peu vos matchs et votre rapport au foot. C'est quoi aujourd'hui votre rapport à la Ligue 1 notamment? Ben, je regarde la Ligue 1 parcimonieusement. Bon, j'habite du côté toujours de Monaco, donc ça me permet d'aller voir quelques matchs ou d'aller voir des matchs à Nice, même si c'est pas quelque chose qui est dans mon quotidien de façon exacerbée. Je picore un petit peu de partout, des championnats étrangers également, ou d'autres sports, le rugby par exemple, ou le tennis, ou le golf. Enfin, voilà, j'ai des multiples activités et ça me permet de prendre du plaisir à suivre des sportifs ou des équipes et à prendre du plaisir, comme dernièrement sur l'équipe parisienne, par exemple, le PSG, qui depuis 2-3 mois m'intéresse en termes de qualité et par rapport au niveau où ils ont pu accéder de termes de collectif, leadership, intensité, etc. Là, c'est intéressant et je prends du plaisir à regarder cette équipe. Ouais, vous avez dit deux choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir. La première, c'est que je sais que vous avez toujours été attaché finalement à la notion de créativité, de technique dans un football aujourd'hui qui a une dimension physique et de vitesse qui a quand même beaucoup pris le dessus. Vous pensez qu'il y a une certaine typologie de joueurs qui a disparu et ne reviendra pas, ou est-ce que vous pensez que on reviendra quand même à d'autres standards? Je pense à des joueurs aussi différents, comme Lamine Yamal par exemple, qui vient ramener de la technique. Je pense qu'on y reviendra, parce que quand on dit technique, talent, créativité, on dit spectacle. Et on a besoin de spectacle. Le foot a besoin de spectacle pour se régénérer ou pour garder son leadership au niveau des sports sur la planète. Et on a besoin de grands joueurs, on a besoin de joueurs, d'équipes qui nous fassent rêver. Je parlais du Paris Saint-Germain, juste auparavant. Le Paris des premiers mois ne me faisait pas rêver. C'était lent, c'était latéral, c'était... voilà, je m'y retrouvais pas du tout dans ce football de possession, mais que je considérais stérile. Par contre, sur les derniers mois, quand cette équipe a été dos au mur et a dû aller chercher ses qualifications en Ligue des Champions, elle a changé de braquet complètement, et elle a changé de jeu, où le jeu s'est enfin mis en place, selon comment son entraîneur, Luis Enrique, le considère. Mais c'est vrai qu'on a vu une autre équipe avec de la créativité, de la technique, au service d'un collectif et une intensité comme support de pressing et de prise d'espace, mais avec voilà, toujours vouloir une possession, mais une possession qui engage le joueur et l'équipe vers l'avant et qui donne du spectacle et les supporters s'y retrouvent et même Vous aussi? Comment? Vous aussi, du coup. Oui, et puis les médias également. Voilà, c'est ça, c'est ce genre de football qu'on veut voir et ça fait appel à des joueurs qui ont une sensibilité technique, qui ont de la créativité. On parlait des attaquants qui sont capables de percuter, mais qui ont la qualité de dernier geste pour finir. Mais le milieu est très important, interchangeable, toujours en temps d'avance, toujours cette technique dans les contrôles, dans les passes, les orientations, la vista, et ça c'est... Pour moi, ça n'a pas de prix, quoi. Et donc, j'espère que on reviendra également à des notions de créativité, de technique. Bien sûr, le football, comme tout sport maintenant, a besoin d'un support physique important, mais pas au détriment de la technique.
Et il y a trop de clubs, il y a trop de centres de formation qui mettent l'accent avant tout sur le physique, sur la vitesse, la puissance, et qui disent, bon, il a ça, c'est qualité première pour certains, et puis on les fera progresser techniquement. Non, je suis désolé, il y aura une petite progression, mais d'abord miser sur la technique, le talent, et en deuxième lieu, s'ils ont ce support, ben, magnifique, on peut aller faire du haut niveau avec eux. Du coup, le football que pratique le Paris Saint-Germain depuis le match dont vous avez parlé, notamment contre Manchester City, c'est ce qui pourrait aujourd'hui se rapprocher le plus de ce que vous aimeriez pratiquer si vous étiez à la tête d'une équipe? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais, j'ai été touché quand j'étais à Lyon. On a, on a joué en Ligue des Champions contre Barcelone. Un match aller-retour et c'était les débuts de Guardiola. Et, euh, et cette équipe, bon, qui était très forte d'un point de vue technique, qualité, avec des joueurs, à chaque poste, il y avait un joueur créatif, un joueur technique. Mais ce qui m'a impressionné sur le match retour, le match aller, on avait encore existé, mais sur le match retour, ils nous ont complètement étouffés en termes d'intensité, de pressing, de qualité de jeu. Mais cette intensité qui était donnée par des joueurs techniques créatifs nous a mis sous les noir. Alors, personne ne connaissait Guardiola et puis le jeu qu'il pratiquait. Donc on nous a critiqué au départ, mais le match d'après, l'adversaire suivant, c'était le Bayern. Ils en ont pris 4-0 là-bas, à Barcelone. Et Barcelone a été champion d'Europe. Voilà, c'était une équipe qui était magnifique. Et c'est vrai qu'à des joueurs techniques, à des joueurs créatifs, si on arrive à leur inculquer certaines notions de pressing, d'intensité, de replacement aussi et d'aspect tactique pour récupérer très vite le ballon. Et c'est ce que faisait cette équipe à l'époque. Date de 2009, je pense, 2008, ouais, 2009. Ben, on arrive à de la haute performance. C'est toujours très important pour un coach et pour vous en particulier, je crois, d'arriver avec un projet de jeu quand on arrive dans un club avec des idées qui sont fortes. Là, vous parlez par exemple du Barça de Guardiola, mais dans quelle mesure tout ce qu'il a apporté au football était aussi conditionné par, vous avez affronté un milieu avec Sergio Busquets, avec Xavi, avec Iniesta. Ce sont des profils aussi qui vous permettent finalement de pratiquer ce football-là. Oui, bien sûr. Mais là aussi, pour moi, il y a un décalage parfois dans le recrutement de certains techniciens. Je dirais par là, il m'est arrivé de faire partie de 4-5 entraîneurs qui pouvaient intéresser par exemple un club. Mais je considère que le plus important, c'est quelle est l'histoire du club, quelle est quelle est sa façon de jouer, quel type de joueur détient ce club. Et à partir de là, on sait si on va pouvoir jouer tel type de football ou faire aller un peu plus à l'essentiel, être un peu plus pragmatique ou être un peu plus dans les attaques rapides où on peut y mettre un peu plus de possession et de jeu complet, d'alternatives entre attaque placée et attaque rapide. C'est ça qui est important. Et or, dans les profils, il y avait un entraîneur qui jouait le contre, ou bloc bas, et qui ne voulait pas de possession. Il y avait un autre joueur un autre entraîneur qui pouvait présenter de la possession, etc. Diverses personnalités, diverses approches de football, alors que le plus important, il me semble, c'est remplir les cases et l'entraîneur doit rester toujours le plus important. Quel type de football veut-on dans tel club? Et à partir de là, le président, les dirigeants doivent choisir un entraîneur pour y arriver. Ou alors, on a
un projet sur 3, 4 ans de mise en place, de régénérer l'effectif et de prendre des profils pour jouer tel type de jeu. Mais quand on regarde la durée de vie de l'entraîneur, au départ, tout le monde est d'accord, dirigeants, entraîneurs, staff, supporters, tout le monde est d'accord pour jouer certains types de jeux avec un certain profil de joueurs. Mais une fois que, bon, c'est pas linéaire, il y a des moments où c'est un petit peu tendu sur le plan sportif. Mais là, Oui, quand il faut aller gagner, tout le monde se tend un petit peu, quoi. voilà, tout le monde se tend, tout le monde est sous pression. Et puis on casse le projet qu'on s'était fixé, dont on avait mis en place. Et malheureusement, trop de dirigeants se focalisent sur le court terme et perdent cette notion de moyen terme et de vouloir construire cette équipe pour aller performer. On ne peut pas rivaliser avec des clubs comme Paris ou Monaco, d'autres clubs qui ont des moyens énormes. Donc si on veut aller titiller ces équipes-là, il faut le faire différemment. Et peut-être prendre un peu plus de temps en prenant des joueurs qui ont un potentiel, qui coûtent moins cher, qu'on prend plus jeunes ou dans des échelons divers, et en les faisant travailler pour les amener à haut niveau. C'est ce qu'on avait réussi à Lille, en partant de très bas, puisque pendant 2 ans, on a joué le maintien avec des joueurs que je recrutais avec une qualité technique justement de base, mais qui avaient encore quelques manques à travailler physiquement, à travailler mentalement, tactiquement, et à les élever tout en se maintenant en Ligue 1, à les élever avec ces mêmes joueurs qui pendant 2 ans qui ont joué le maintien. Les 2 années suivantes, on a fait, pendant 3 ans, on a fait des Ligues des Champions. On a terminé 2e du championnat, 3e du championnat, sans aucun moyen. On avait le 17e budget sur 20 de première division, de Ligue 1. Et voilà, ça c'est des choses extraordinaires. C'est ce qu'on a réussi à faire à Nice aussi, qui était interdit de recrutement à titre onéreux. Donc, j'arrivais dans un club qui n'avait aucun moyen. Et plutôt que de considérer de prendre des joueurs qui connaissaient le maintien ou qui avaient joué le maintien, qui pouvaient rassurer, entre guillemets, les dirigeants ou les supporters, moi je préférais me focaliser sur des joueurs qui avaient un potentiel, qui ne coûtaient rien, qui sortaient un petit peu de partout, mais qu'on allait élever. Et je préférais prendre ces risques-là pour me maintenir avec ces joueurs-là, parce que c'était gage de continuité derrière. Si on arrivait à se maintenir, ben on pouvait aller chercher le très haut niveau et rattraper des clubs qui avaient beaucoup plus de moyens, plutôt que de miser sur des pros vieillissants qui connaissaient ce niveau-là. Mais s'ils connaissent ce niveau-là, ça veut dire qu'ils ne connaissaient pas la partie supérieure du championnat. Et qu'on n'était même pas sûr de pouvoir se maintenir avec ce style de joueur-là. Par contre, avec ces joueurs-là également, si on se maintenait, on ne regardait pas le futur. Et on s'était engagé en général avec des joueurs vieillissants et qui n'avaient pas le niveau pour jouer des premières places de championnat sur des longues années, et ça grevait financièrement le club également. Donc, voilà, cette perception, elle est difficile à appréhender, à comprendre pour les clubs, parce que beaucoup fonctionnent sur le court terme. Pareil, un club est en Ligue 2, on va dire, bon, on va prendre des joueurs d'expérience pour remonter. Ouais. Bien. Mais vous mettez un plafond de verre déjà, en fait, au moment où... Oui, mais d'abord, ils ne sont pas sûrs de remonter. Mais si jamais, par bonheur, ils remontent, très bien, ils remontent, mais avec un effectif qui est vieillissant, qui n'a plus le niveau de Ligue 1, qui est engagé avec le club et ces jours-là, on n'arrive plus à les faire partir. Et donc, on est en première division ou en Ligue 1 avec des joueurs qui sont justes, et on a un potentiel de recrutement qui est automatiquement limité.
et qui va gréver les finances du club. Et donc, automatiquement, le club va être en difficulté, soit s'il a un mécène à sa disposition, va être en difficulté automatiquement en Ligue 1. Voilà, je ne sais pas si je suis clair. Bah, c'est très clair, et d'un autre côté, ce qui est paradoxal, c'est que ça se voit que ça vous anime, et d'un autre côté, c'est justement le côté bâtisseur que vous voulez plus, que nous voulez Oui, avoir. mais je veux dire par là, à partir de là, comment dire, il faut respecter le club. On travaille pour le club. Moi, je suis engagé pour le club. Jamais, depuis toute ma carrière, vous avez pu trouver un article culpabilisant mes entraîneurs, de dire on n'a pas des moyens, on ne peut pas faire, on ne peut pas ci, on peut ça, je n'ai pas les jours que je veux. Jamais vous trouverez ça. Moi, j'ai toujours protégé mes joueurs, j'ai toujours protégé mes dirigeants. Je suis dans un club avec certaines possibilités. Voilà, j'essaie d'épouser les possibilités du club, mais toujours d'essayer, à quel niveau qu'il se trouve, de pouvoir le faire progresser, et les joueurs également, bien sûr, pour atteindre du haut niveau. Mais vous me dites, je suis bâtisseur. Oui, je suis bâtisseur, mais à n'importe quel niveau. Avec Lyon, moi, ça m'intéressait parce qu'il fallait régénérer l'effectif, et avec un très jeune effectif, on arrivait en demi-finale de Ligue des Champions. On élimine le Real Madrid sur un match retour, aller-retour, et sur un match retour à Bernabéu. Voilà, c'est ça qui est important. Et c'était comment dire, un effectif qui devait encore progresser parce qu'il était jeune. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Mais bien sûr que le recrutement que nous faisions à Lyon n'avait pas de commune mesure avec Lille et Nice qui étaient en dette et qui n'avaient pas de moyens. Donc, c'est de calibrer chaque fois le recrutement avec les possibilités du club. Si Lyon avait des moyens financiers, ben on recrutait des jeunes, mais qui avaient déjà prouvé des choses, qui étaient concurrencés avec d'autres clubs et d'autres clubs étrangers, mais on avait notre mot à dire pour recruter ces joueurs-là. Voilà, c'est dimensionner chaque fois son action. Et c'est vrai que j'avais un rôle un petit peu également de directeur sportif. J'avais pas de... mes patrons étaient directeur général et président, et souvent je faisais partie du conseil restreint également, du directoire, et ça me permettait de connaître les finances du club, ou des fois de connaître leur déficit, et puis de savoir ce qu'il fallait où il fallait tendre. Par exemple, parce que quand j'arrive à Saint-Étienne est grébé financièrement, aucune possibilité de recrutement à titre onéreux, personne, tous les joueurs qui avaient de gros salaires ne voulaient plus partir, c'était plus possible de les faire partir. Et donc, il restait qu'une seule chose à faire, c'était de se maintenir dans un premier temps, former des jeunes du centre de formation, essayer de développer des actifs, qu'on en parle, qui permettaient par la suite au club de se régénérer financièrement, de combler ses déficits. Et puis, à partir d'une base où tous les gros salaires partaient en fin de saison, c'était de lancer ces jeunes-là, d'en vendre quelques-uns pour combler les déficits qui étaient importants, et de repartir sur des bases complètement saines, avec des jeunes performants, et puis encadrés par 5-6 joueurs d'expérience qui pouvaient être transférés, parce qu'on était repassé dans un modèle économique vertueux. Voilà, c'était quelque chose qui était important. Donc, dans un premier temps, il y avait un maintien à assurer, tout en développant des jeunes. Et puis, à la fin de la saison, normalement, il y avait 15 gros contrats qui cessaient. Et ça permettait de repartir sur des bases complètement saines et vertueuses, comme je dis, et d'aller chercher du haut niveau, la première moitié.
Voilà, mais c'est des choses, quand on met en place, il faut les respecter jusqu'au bout. Et des fois, c'est un petit peu tendu sportivement parce que de développer des jeunes, c'est aléatoire. Oui, sur le résultat notamment. Ouais. Mais il faut insister, et c'est très important. Mais à partir du moment où tout le monde est d'accord et doit être d'accord, mais il faut rester solide et garder le cap. Voilà. Développer des jeunes, ça a été structurant dans votre carrière. Vous aviez une appétence particulière dans ce développement de la formation-là, ou c'est par pragmatisme, comme vous venez de le dire, parce que vous êtes allé dans des situations où il fallait intégrer des jeunes joueurs comme ça? Non, c'était pas partout. Même à Lyon, qui avait beaucoup de joueurs d'expérience, j'ai fait débuter 8 ou 9 jeunes, donc les Lacazette, les Grenier, les Gonalon, et ainsi de suite. Voilà, je pense que c'était important de travailler pour avoir des résultats, mais également donner des possibilités au club en termes d'actifs ou de génération qui pouvaient prendre la suite. Et quand on parle de développement, c'est pas simplement de développement de jeunes. Un joueur qui peut avoir 32, 33, 34 ans, vit peut-être ses dernières saisons, mais il a toujours quelque chose à apprendre. Il doit pas rester sur un acquis, justement, il évolue. Des fois, il perd de sa vitesse, par exemple, dans le jeu pour défendre ou quoi. Mais ça veut dire qu'il doit mettre l'accent sur autre chose, avec plus de prise d'infos, avec un positionnement qui lui permette de combler les manques qu'il va avoir. Donc, un joueur, jusqu'au dernier jour de son arrêt, continue à progresser et on continue à l'alimenter. Parce qu'il y a toujours tout qui évolue chez le joueur et sur ce que va demander l'équipe ou le football en général. J'imagine que c'est pareil pour le coach. On apprend jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Bien sûr. Dans quelle mesure votre départ en Angleterre vous a appris encore plus? Je voulais, après Nice, j'étais sollicité par pas mal de clubs français, mais je n'ai pas donné suite parce que j'avais 50 ans passés. Je me dis, bon, si je ne tente pas une expérience à l'étranger, maintenant, je ne la tenterai plus. Et je me sentais assez costaud pour le faire. Donc, s'est présenté cette possibilité, Southampton, après Leicester, mais c'est vrai que c'était enrichissant dans la mesure où il y a une mentalité autour du football qui est extraordinaire. D'abord, il y a un très grand respect pour l'entraîneur. C'est le boss. Et de la part des joueurs, de la part des dirigeants, de la part des médias et de la part des supporters. Vous l'avez ressenti immédiatement, ça? Pardon? Vous l'avez ressenti immédiatement, ça? Oui. Parce qu'on demande beaucoup à l'entraîneur, mais on le respecte beaucoup. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Après, je m'étais dit, bon, je vais en Angleterre, accepte qu'il y ait un directeur sportif ou quelqu'un qui chapeaute un petit peu. Et voilà, j'étais prêt à ça, mais très vite également, je suis intervenu dans les rouages du club, dans le recrutement, dans ce que je voulais, parce que sinon, c'était contre-productif par rapport au jeu que je voulais, dont j'avais parlé, que je voulais proposer, l'évolution qu'on devait avoir. Et donc, voilà, j'ai chapeauté, j'ai continué à faire ce rôle un petit peu d'entraîneur, directeur sportif, même à Southampton, même à Leicester. Et je pense que c'était important parce que là aussi, c'était de construire un avenir pour ces clubs, de dire ils étaient à un certain niveau et quelle pouvait être la suite. C'était des clubs qui ne pouvaient pas, comment dire, lutter à armes égales avec le Big Six à l'époque, qui était immuable avec les clubs qu'on connaît hiérarchiquement
supérieur, notamment d'un point de vue financier. Donc à partir de là, on partait avec des jeunes recrues, on essayait d'avoir notamment des Anglais, de façon à aller chercher ces premières places. Et c'est ça qui était intéressant. Mais quand je regardais des matchs, parce que je regarde pas mal de matchs de jeunes également, des moins de 23 du club, ce qui m'impressionnait, c'était l'intensité qu'il pouvait avoir dans ces moins de 23, la correction de ces joueurs, le respect, cette façon de tout donner, et puis de respecter leur hiérarchie et le staff. Il y a une éducation en Angleterre extraordinaire chez les gamins et même chez les professionnels. Après, vous direz, c'est un peu plus facile également, parce que si, par exemple, un joueur pro ne respecte pas, entre guillemets, la charte et se comporte mal, il a de suite une amende qui est très dissuasive. Il n'y a pas de protection comme peuvent voir les salariés en France, c'est-à-dire que les clubs veulent agir très très fort au niveau des amendes. Et c'est très dissuasif, très dissuasif. C'est un genre de choses qu'on ne peut pas faire en France. Il faut passer par X procédures pour essayer peut-être d'avoir 1000 euros d'amende. Là-bas, c'est une dizaine de milliers d'euros pour un simple écart. Je ne dis pas que c'est mieux que la France, mais ça a une portée chez le joueur qui est très dissuasive, et chacun respecte les règles du club et du collectif. On entend souvent, ça apparaît comme un cliché, mais les joueurs disent quand je suis arrivé en Angleterre, je suis arrivé à l'entraînement et c'était le jour et la nuit avec la France. C'est réel, ça? Et il y avait une telle intensité aux entraînements, j'avais peur qu'ils se blessent. Ouais. Alors dès qu'on fait un jeu, dès qu'on fait un exercice avec des adversaires, mais il y a un engagement extraordinaire. Il faut presque les freiner parce qu'on a un peu peur qu'ils se blessent. Mais c'est leur tempérament, ça fait partie. Ils sont sur le terrain. Il n'y a plus rien qui existe autre le fait que c'est de gagner, de gagner sa place, de gagner le petit jeu. Et il y a X joueurs qui sont dans ce régime-là. Alors si 2, 3 joueurs arrivent de l'extérieur, de France ou d'autres pays et qui n'ont pas trop l'habitude... Il faut vite se mettre au diapason quand même. Il faut vite se mettre au diapason, sinon c'est fini. Et puis il y a une concurrence exacerbée. Et moi j'avais des joueurs qui s'entraînaient avec le groupe des moins de 23 et qui avaient coûté 20, 30 millions de livres, et parce qu'à un moment donné, ils ne faisaient plus l'affaire, ou on voulait restreindre le groupe, et ils se retrouvaient un petit peu sur le carreau. Moi, j'ai essayé de relancer un petit peu tout le monde, parce qu'il y avait bien sûr d'excellents joueurs, mais voilà, la concurrence, les amendes, puis en général, l'approche qu'il y a autour du football fait que c'est des gamins chez les jeunes qui sont très très bien éduqués et qui ont l'habitude dès leur plus jeune âge d'accepter des règles et de se comporter de façon je dirais normale. Voilà. Par rapport à ça, justement, on vous voit souvent comme une figure un peu paternelle, autoritaire. Est-ce que vous gardez toujours cette ligne directrice, ou est-ce que vous arrivez parfois à être plus rigolard, etc. Parce que pour garder un groupe, on ne peut pas être toujours dur. Non, mais il faut savoir, ça c'est vrai que quand j'ai débuté, j'étais directif. D'abord, la population de joueurs s'y prêtait. Ils étaient moins demandants et demandeurs de savoir pourquoi on fait cet exercice, etc. Et on imposait beaucoup plus à mes débuts des choses. Et
les joueurs suivaient. Et à mesure de l'évolution, on suit l'évolution de la société, qui a été de plus en plus permissive, ça a des bons côtés, mais des côtés aussi où quelquefois il faut établir des règles, parce que certains jeunes n'ont plus de règles, ou ne sont pas confrontés à certaines règles, même dans leur milieu familial. Donc, les premières règles qu'ils affrontent, entre guillemets, ça va être dans un cadre collectif, dans un cadre football, mais on ne peut pas leur imposer de façon abrupte, sans avoir un petit peu de pédagogie. Et donc, le métier d'entraîneur, peut-être là où il a le plus évolué, c'est de la pédagogie, c'est d'accepter toute une population, des êtres différents, venant de milieux différents, et de les amener au respect de règles de football, de règles de comportement, pour les amener à penser équipe, tout en les développant individuellement. C'est assez complexe, mais c'est ce qui fait l'intérêt. Moi, des fois, je discutais avec des collègues entraîneurs qui regrettaient les temps anciens, parce que c'était plus facile, parce que c'était ceci, parce que c'était cela. Mais moi, non, je m'inscris à fond là-dessus. Il y a encore plus de difficultés à amener le joueur à penser, comme je disais, collectivement et bien se comporter. Mais c'est toujours des buts à aller chercher, c'est toujours une remise en question pour savoir comment amener chaque joueur qui est différent et qui demande une solution différente également, de l'amener à du haut niveau. Et c'est vrai que bon, j'ai pu participer au développement de beaucoup de jeunes joueurs comme de moins jeunes. Mais ce qui m'intéressait, c'était ça. Certains avaient tel profil, avaient tel type de jeu, avaient tel mental, et avec un manque ou des manques différents pour atteindre le haut niveau. Et ce qui est intéressant, c'est de travailler, conforter les qualités, mais également gommer les imperfections ou ce qui l'empêchait de faire du haut niveau. Et il m'est arrivé d'avoir des joueurs de 4e division, de National 2, National 3, et de les faire progresser, et ils sont devenus, pour devenir internationaux, français ou étrangers. Mais c'est les qualités intrinsèques, ils les avaient, mais il leur manquait des choses pour atteindre leur niveau et d'avoir le comportement nécessaire. Et c'est ça qui est intéressant. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup développer le joueur, mais également développer l'équipe pour arriver à du très haut niveau. Donc c'est vrai que ça a été m'a dit bâtisseur, mais en fait, simplement, je dirais, s'acclimater, adhérer à une position et à des moyens que peuvent avoir un club, une équipe, et puis l'amener toujours à performer au niveau. Si c'est possible d'aller essayer d'atteindre la finale de la Ligue des Champions, eh bien on essaie d'atteindre la finale de la Ligue des Champions. Mais les moyens pour arriver dans chaque club va être différent automatiquement. Est-ce que vous avez le sentiment, on a de plus en plus de jeunes entraîneurs en France et ailleurs, je pense à des gens comme Mikel Arteta, Fabregas qui se sont mis à coacher. Est-ce que vous avez le sentiment que le rapport, par exemple, que vous pouvez entretenir avec la plus jeune génération, il évolue parce que vous aussi vous prenez de l'âge et que le gouffre générationnel se crée? Ou est-ce que finalement, la personnalité d'un être humain et d'un entraîneur, peu importe l'écart d'âge ou l'écart d'éducation qu'on peut avoir avec nos joueurs, importe peu? Non, ça importe peu, à condition que l'entraîneur se soit renouvelé et progressé dans sa pédagogie, dans son mode de management, dans sa façon de renouveler ses séances également, et pour
encore une fois, pour amener ses joueurs et son équipe au très haut niveau. Celui qui arrive à se renouveler, mais dur, hein. Celui qui ne se renouvelle pas, justement, si par exemple, bon, j'étais resté sur mes premières années, mes 2, 3 premières années de coaching où j'étais assez directif, ben effectivement, j'aurais pas duré. Et j'aurais pas fait la carrière pour moi que j'ai eue en tant qu'entraîneur. Entraîneur, c'est constamment une remise en question. Une remise en question pour savoir où on en est, sur quels points on doit progresser, comment accompagner chaque fois des nouvelles générations, quoi mettre et quels ingrédients mettre pour pouvoir susciter l'adhésion et puis la concentration des joueurs et l'acceptation de certaines règles. Voilà, c'est certaines choses. Je dirais que le- en toile de fond, le métier reste le même. C'est faire adhérer des joueurs à un collectif et les rendre performants. Mais en sachant que tout en individualiser la performance, à le faire passer de façon individualiste, et pourtant l'intégrer dans un collectif où tout le monde doit penser collectif. C'est la grosse difficulté de l'entraîneur et qui est de plus en plus importante de nos jours. On a des individualistes forcenés. Il y a tout l'entourage des joueurs, famille, agents, tuteurs, tout ce qu'on veut, qui force le joueur presque à penser individuellement. Mais l'expression, elle ne sera possible en intégrant un collectif. Ce n'est pas une somme de talents qui va faire le collectif. C'est une alchimie. C'est une façon de jouer ensemble une même partition en apportant chacun des qualités différentes. C'est pour ça que c'est complexe et super intéressant à mettre en place. Mais les moyens évoluent et sont toujours différents pour amener l'individu, la personnalité différente à adhérer. Vous allez me dire que c'est un petit peu l'œuf et la poule, mais est-ce que c'est plus facile de faire progresser le joueur en faisant progresser le collectif? Parce que ce que vous voulez en tant que coach finalement, c'est que l'équipe progresse, que le fond de jeu soit meilleur, que les basiques au principe de jeu soient intégrés? Ou est-ce que en faisant progresser l'équipe, le joueur va progresser avec? Les deux. Les deux. Il faut agir sur l'expression collective et il faut agir sur l'individu. Si par exemple je travaille l'expression collective, je vais travailler avec un bloc ou des attaques-défense, des choses où essayer de les mettre en situation et avoir certains process, selon qu'on soit en attaque rapide, selon qu'on soit en attaque placée. Et comme je dis, par exemple, petite parenthèse, si on a une attaque placée, souvent il faut faire appel aussi à des joueurs qui soient à l'aise dans les petits espaces, dans les contrôles, dans les enchaînements, dans la vista, dans la simplicité ou dans le petit dribble qui fait la différence. Si on a des attaques rapides, il faut être capable de prendre des espaces, d'avoir de la transition, d'avoir de la vitesse, mais pas l'un au détriment de l'autre. Si on veut un jeu complet, on travaille tous les aspects. Ensuite, on a un groupe à sa disposition. Il y a du travail individuel à faire également. Dès mes premiers entraînements en tant qu'entraîneur, mais entraîneur adjoint avec Tigana, par exemple, j'avais mis en place un groupe. Jeannot Tigana voulait à la base 18 joueurs et un groupe restreint et assez aguerri pour pouvoir batailler. Et puis moi, j'avais dit, mais bon, on a de bons jeunes avec la réserve, ça serait bien qu'on puisse les prendre avec nous. Il dit oui, mais il faut qu'ils travaillent. Je dis, il n'y a pas de problème, je vais les faire travailler avec des séances individuelles ou par petits groupes. Et si tu les as avec toi, au moins ils connaîtront déjà les autres joueurs, le jeu, et tu pourras t'en servir plus facilement si tu veux. Et on est parti, on dit ok, mais tu t'en occupes. Donc
on est parti de ce process. Et pour la petite histoire, ces joueurs-là, c'était Thierry Henry, c'était Trezeguet, c'était Cristambal, c'était Grimandi, c'était fait. Un bon petit groupe. Voilà, c'était 7-8 jeunes dont il a usé de suite, mais qui ont été intégrés et qui bénéficiaient également d'entraînement individualisé sur le plan technique, physique, correction tactique également, puisque je les suivais avec la réserve, etc. Et ça, c'est quelque chose que je ne me suis jamais départi. Partout où je suis passé, j'ai toujours pris, par exemple, un entraîneur pour les attaquants, avec un certain profil des types d'exercices qui les rappelait à réaliser les gestes, pied droit, pied gauche, et des enchaînements pour leur permettre de passer un cap. Et donc, il y a le développement du joueur et il y a le développement dans le collectif. Je voulais finir en beauté, Claude. Je te fais un petit plaisir personnel. Voilà, vous disiez que en tant que coach, l'important c'était aussi de convaincre finalement les joueurs du cadre collectif, du projet de jeu. Moi, j'ai du mal quand je vous vois un peu penser à la réussite que vous avez eue à Nice, notamment avec un joueur comme Hatem Ben Arfa. Comment on arrive à convaincre une équipe, et notamment des offensifs comme Alassane Plea, des joueurs comme Koziello, comme Seri, de finalement sublimer le collectif en se disant peut-être qu'un joueur comme Ben Arfa ne courra moins en défense, mais ça va être bénéfique à l'équipe. Parce que vous êtes quand même celui qui a réussi à faire d'Hatem ce qu'on aurait tous voulu qu'il soit. Il a fait une belle saison. Ouais. Ça m'a un euphémisme, mais moins belle, mais... Non, d'abord, par rapport à Hatem, j'ai discuté avec lui l'hiver, avant qu'il nous rejoigne au mois de juin. Ça n'a pas pu se faire pour une question de règlement. Il a attendu pour pouvoir venir nous rejoindre, de rester sans club pendant 4-5 mois, et il nous a rejoints. Beaucoup me disaient, collègue, il est ingérable, il fait ce qu'il veut, enfin, tout ce qu'on peut entendre sur un joueur. Mais j'ai toujours tenu à discuter avec le joueur et pas de rester sur ce qu'on pouvait en dire. Et quand j'ai discuté avec Hatem, on a discuté football. Et en face de moi, d'abord, j'ai eu un gars qui adore le football, qui suit le football, qui regarde le match, d'autres matchs. Voilà, c'est un passionné. Et qui avait de bons rendus et de bonnes discussions sur le football. Et donc, pour moi, c'était très loin de ce qu'on avait pu m'en dire et sur le personnage qu'on m'avait présenté. Et donc, pour moi, c'est important. C'est important de sentir le joueur. À partir de là, on a travaillé de façon à ce qu'il puisse bien s'exprimer. C'est vrai qu'il avait commencé sur un côté, un côté à droite de prédilection, mais je le trouvais trop, trop serré avec la ligne de touche, et je voulais qu'il s'éclate. Sa participation défensive était aléatoire pour l'équilibre de l'équipe. Donc, c'est la première fois que je faisais ça avec un joueur. C'est-à-dire que j'ai considéré que c'était un joueur qui était le plus important du groupe. Et c'était la première fois que je le faisais. Donc, c'était vraiment comme il était au-dessus des autres. C'était le maître dans les meilleures configurations et le meilleur schéma tactique qu'il puisse accepter. Et c'est vrai très vite que j'ai mis en place un 4-4-2 en losange. Je l'ai mis derrière deux attaquants, Germain et Plea. Et avec trois petits lutins derrière. C'était pas n'importe qui à l'époque. Qui travaillaient sur l'aspect défensif, mais qui avaient toujours un support technique important. Et quand on regarde l'équipe à cette époque-là, on était interdit de recrutement à titre onéreux, mais à chaque place, il y avait un joueur technique. Et ça, c'est le plus important. Et lui a pu s'éclater de cette manière. Après, on a travaillé à l'entraînement, travaillé de façon individuelle.
c'est ce que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Il y a faire travailler un système de jeu et un collectif, et après développer le joueur. Et à thème, chaque fois que je le voyais évoluer des précédents clubs, de précédentes images, je le voyais réussir une action d'éclat avec un but et repasser ça pendant toute la saison. Mais je voyais également beaucoup de déchets, c'est-à-dire de percuter, et puis à la sortie de ces percussions, des frappes dans les nuages, Pas toujours la bonne utilisation. voilà, pas de dernière passe, etc. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir s'il avait cette possibilité derrière de progresser et de trouver, d'être pragmatique et d'avoir une qualité de passe ou pour marquer. Et puis, on a travaillé à l'entraînement, d'abord avec une figurine et après avec un défenseur. La première séance, je me rappelle, je faisais des prises de balles en course et puis arriver devant la figurine, fixer un petit peu, un petit dribble, une petite touche, et puis derrière mettre le long du poteau rentrant, et avec un gardien. Le gardien savait ce qu'il allait faire, mais c'était extraordinaire. Simplement de décider de la mettre dans le petit filet, mais il faisait ça d'une façon tellement naturelle, il avait ça en lui, c'est un don extraordinaire, et ça partait avec une fulgurance, une vitesse que le gardien ne pouvait rien faire, même s'il savait où il allait frapper. Et donc je lui dis, ok, j'étais impressionné, et je lui dis, mais c'est extraordinaire ce que tu as dans les pieds, ce que tu es capable de faire. Pourquoi tu frappes en force? Et donc derrière, je lui dis, ok, même chose, mais cette fois-ci, tu fais semblant d'ouvrir, et puis tu fermes ton pied, tu vas me chercher, poteau rentrant de l'autre côté, croisé. Il est vert, et puis il enchaîne, et filoche, et ça partait à une vitesse, à peine il mettait le pied, il y avait une force de frappe et une qualité, une pureté extraordinaire. J'étais subjugué. J'ai dit, écoute, ben voilà, c'est ça qu'on va travailler. Et on a travaillé ça, et puis petit à petit, il a intégré dans les petits jeux, et puis ça s'est retrouvé en match. Mais c'était un joueur hyper doué. J'ai eu la chance de l'entraîner, mais je me suis posé, mais pourquoi? Voilà, on n'est pas allé au bout avec lui. On l'a laissé simplement sur des fulgurances parce que ça arrangeait bien certains entraîneurs, mais on n'a pas cherché à le développer, à le corriger, à l'amener avec plus d'expression et encore plus d'efficacité, tout en gardant ses qualités de percussion, d'élimination. C'est ça qui était important. Après, la deuxième chose, c'est que je l'ai eu à un moment donné où il avait 28 ans, mais il était, comment dire, remis en question. Donc un petit peu un échec dans son précédent club en Angleterre, et donc sûrement plus à même d'écouter et de devoir considérer certaines choses pour reprendre le fil et repartir. Donc je l'ai eu au bon moment. Je dis à un moment où il était peut-être, c'est ce que je me dis, peut-être en acceptation de certaines contraintes entre guillemets ou remises en question de ce qu'il avait fait tout son jeu depuis ses plus jeunes années. Peut-être que j'ai failli l'avoir à Lyon, mais il est parti à Marseille quand je suis arrivé. J'aurais bien aimé l'avoir à 16-17 ans, justement parce que ce potentiel c'était extraordinaire. Mais il lui manquait encore cette petite chose-là, quoi, qui fait la différence pour en faire un très grand joueur planétaire. Et il avait le potentiel pour le devenir. Je suis obligé de rebondir et après, promis, je vous libère. Mais vous parliez de l'acceptation du groupe aussi par rapport au fait que c'est la première fois de votre carrière que vous avez mis un joueur, entre guillemets, un petit peu au-dessus. Après, au-dessus, il l'était factuellement. Comment c'est accepté et comment on fait accepter ça à un groupe? Il faut l'accepter si on sent que le joueur est honnête, si on sent qu'il peut apporter à l'équipe. Je suis prêt à le défendre au départ devant le groupe pour qu'il accepte. J'ai notre petite anecdote, par exemple, j'ai eu Kevin Hanen à Nice. On m'avait dit, ingérable, il fait les entraînements qu'il veut, il fait ceci, il a des manques. Et il loupait des entraînements.
Et j'ai discuté avec lui, cherché à savoir comment il était, connaître l'homme. Et en fait, j'ai trouvé quelqu'un avec beaucoup de questionnements. Quand il loupait des entraînements, en fait, il était fermé chez lui. Il avait des problèmes, je dirais, presque existentiels et de remise en question. Et donc, c'est quelqu'un qu'il fallait aider. C'était un joueur magnifique qui pouvait allier la technique, la puissance, la vitesse. Il avait tout, un potentiel international. Mais c'était quelqu'un qu'il fallait aider humainement. Et donc, j'ai travaillé avec lui, et puis j'ai travaillé avec, il y avait par exemple le Sibeli qui était capitaine, qui était, voilà, un capitaine, il fallait rester, travailler, il était super pour amener tout le monde, un super état d'esprit, super gars. Et c'était difficile un petit peu de devoir considérer qu'il loupait un entraînement, mais qu'il fallait l'excuser, parce qu'on ne l'acceptait pas avec d'autres. Mais c'était expliqué. Pourquoi? Pourquoi il avait loupé l'entraînement? Qu'est-ce qui se passait en lui? Et peut-être que si on arrivait à le faire revenir, adhérer, Ce serait bénéfique pour le groupe au bout du groupe. ça serait bénéfique pour tout le monde, pour lui, pour le gamin, mais également pour le groupe. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Il a été accepté avec ses différences qu'on n'aurait pas pu accepter pour d'autres, parce que voilà, il devait bien se comporter et suivre des règles, mais lui devait être pris différemment. Et finalement, il est revenu comme il faut avec le groupe, il a respecté les règles, il n'a plus loupé de séances, etc. C'est ces choses-là qui sont intéressantes. Mais bon, peut-être qu'on ne fait plus attention à ce genre de choses pour amener un joueur, pour le faire grandir, et sur tous les aspects, qu'ils soient psychologiques, mentaux, physiques, techniques. Alors même pour se rendre compte que l'intelligence émotionnelle et le cerveau aujourd'hui, c'est peut-être le secteur de progression qu'on peut le plus pousser en football. Oui, Hein, un de ceux en tout cas. oui, bien sûr, c'est préparer le joueur à du haut niveau, du très haut niveau. Mais c'est vrai qu'il doit passer des caps et il faut être, je pense, juste, mais il faut aller au bout des choses. Je vais terminer parce que j'ai plein d'anecdotes, mais je vais terminer sur une petite anecdote. J'ai eu par exemple Eric Abidal. J'avais permis de faire un essai chez nous, je l'ai trouvé très, très intéressant. J'ai dit aux dirigeants à Monaco de le faire signer, etc. Je l'ai fait débuter l'année suivante en championnat, en Ligue des Champions. C'était un arrière-gauche qui avait me rappelé un peu Lilian Thuram et avec des qualités vraiment intéressantes. Et puis, je suis parti à Lille. Il a plus été considéré par Didier, qui avait ses raisons, Didier Deschamps. Mais le gamin me téléphonait tout le temps à Lille pour le prendre. Et au bout à force d'insister, j'ai dit à mon président, à Michel Sédou, écoutez, président, si vous réussissez à l'avoir en prêt avec une petite somme qu'on puisse lever, ça serait bien. Et c'est ce qu'il a réussi à avoir, donc une petite somme si jamais on levait l'option d'achat. Et il est arrivé en cours de saison, au mois d'octobre, et de suite j'ai eu besoin de quelqu'un dans l'axe parce qu'il y avait des blessés, et il a été extraordinaire. Fin de saison, il y a pas mal de clubs qui le voulaient, et il y a le Paris Saint-Germain d'Alidosi qui l'a court-circuité, et puis qui lui a fait visiter, lui promettant des salaires, lui faisant visiter le centre d'entraînement, le stade, etc. Et le gamin, pendant un mois, l'année suivante, il sait pas, nous, bien sûr, on lève l'option d'achat, il ne voulait pas signer son contrat, il était absent, voilà, difficile. Et donc, au bout d'un mois, on n'a pas lâché l'affaire. On l'a reçu dans mon bureau, il y avait le directeur général David Hulot et moi-même, et je lui ai dit, je ne te lâcherai pas, tu es arrivé en cours de saison, non seulement, bon... Vous lui aviez tendu la main en plus. Voilà, je t'ai fait signer à Monaco, tu étais à Lyon-Duchère, je t'ai réinscrit dans
je t'ai fait débuter, je t'ai inscrit dans le milieu professionnel, je t'ai repris à Lille et le club t'a permis de te révéler et donc tu dois au moins 1 an au club et tu dois rester pour l'année suivante, d'abord confirmé et c'est une question de respect. Il était comme un fou, il s'est levé. Il a tapé la porte de mon bureau, il est passé à travers. Bon, c'est pas très solide. Et il était très fort au choix. Il est passé, voilà. Et il est parti sans rien dire. On s'est regardé avec Xavier, on ne savait même pas si qu'est-ce qui s'est passé, s'il était encore là, s'il allait être à l'entraînement ou s'il était reparti ailleurs. Et puis le lendemain, il était à l'entraînement. Et bon, il m'a pas adressé la parole pendant plus de mois, mais de suite à un très haut niveau, il a réintégré l'équipe et il a fait une saison extraordinaire. Et puis à la fin de la saison, il a signé à Lyon, qui jouait chaque fois le top du championnat, puis Barcelone. Et à partir de là, ça a été un joueur tout le temps respectueux. Respectueux par rapport à son environnement, par rapport à comment mener sa carrière, ses coéquipiers, etc. Et ça, c'était extraordinaire. Ça n'a pas de prix. Non seulement on a développé un joueur, mais on a développé l'homme. Et pourtant, on aurait pu tout perdre parce que voilà, c'était tant de millions qu'on aurait pu avoir de Paris Saint-Germain. Et j'avais dit, écoute, dans le bureau, là, tu as des propositions, mais à la fin de l'année, si tu confirmes, tu auras d'autres propositions plus importantes de club et en tant que salaire. Et c'est ce qui est arrivé. Il vous reparle depuis? Oui, mais constamment, mais il m'appelle papa, voilà. Mais voilà, j'ai plein d'anecdotes comme ça. Mais je pense que c'est hyper important et c'est vrai que c'est... alors, on m'a dit bâtisseur, mais il y a bâtisseur de l'humain également, de la mentalité, et puis du joueur. Et l'un ne va pas sans l'autre. Merci beaucoup, Claude. Merci à vous. Merci d'être venu.